Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Game Studio, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Dernière partie non vue du Chapter Approve 2018, c'est tout ce qui va concerner les taux, puisque on va voir l'arrivée des 8 au sein de Farsight et aussi globalement une diminution en coût en points de toutes les figurines qui étaient moins jouées. On découvre ça ensemble avec Aishi. On se retrouve donc les Wargamers en compagnie de 7 hommes pour parler des 8, des taux, donc aussi bien au niveau justement de ce qu'ils vont donner sur leur avenir par rapport au changement en points du Chapter Approve et surtout pour décortiquer avec vous ce que valent les 8, donc l'enclave Farsight. Il y avait énormément d'attentes sur justement cette petite add-on au niveau des taux, non pas au niveau de leur puissance de feu, mais aussi au niveau justement de ce set et justement de cette enclave. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, d'ailleurs, pour commencer, sur les 8 ou même sur les taux au global, où est-ce qu'ils se positionnaient au niveau du méta et qu'est-ce que le Chapter Approve justement laisse envisager? Le CA est vraiment super pour les taux. Là, tout est bien. Parce que de toute façon, c'est que des buffs. Il n'y a aucune unité qui a monté en points. Il n'y a que de la baisse de points. Ne vous inquiétez pas, ceux qui en ont marre des taux, c'est des baisses de points sur des trucs qui n'étaient pas joués. Clairement, en fait, c'est un codex qui était déjà dans le top tier des decks. Ouais. Il va rester dans le top tier, sauf qu'en fait, vous allez plus voir que 2-3 unités, vous allez en avoir 5-6. Ensuite, il y a effectivement donc, les 8 et donc une avancée des enclaves Farsight qui était un vrai codex depuis je sais pas quelle version, mais en tout cas, ça a été un vrai codex. Donc, il y a des gens qui ont des armées, il y a énormément d'attentes dessus parce qu'il y a un potentiel de charisme énorme et tout. Alors moi j'ai une première question, excuse-moi je te coupe. Est-ce que ce charisme vaut 344 €? Parce qu'on a quand même fait l'exercice de regarder au sein de Game Workshop ce que valent justement les deux commandeurs, la Broadside, la Riptide, j'en ai oublié. et c'est un total de 344 €, ce qui est quand même assez cher. Maintenant j'entends, tu regardes les visuels, tu regardes le fluff, ça donne clairement envie de les jouer. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur eux? Je pense que si tu as déjà les figues et pas mal des figues, ça va. Si tu pars de zéro et que tu dois te faire 344 € pour te faire laver la gueule en partie, je pense que c'est un peu compliqué. Donc, puisque la correspondance en points, parce qu'on est aussi là pour en parler, c'est 1120 points. Et qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur le fleuve? Est-ce que la bande est charismatique? Toi, en tant que joueur taux et de nazi des taux, d'ailleurs, je me souviens que ça, le mec, il a peint je sais pas combien d'armées de taux, et encore quand il se fait chier, il dit regarde celui-là, je l'ai pas en bleu. J'essaie des schémas de couleurs. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les 8 déjà en termes justement d'inspiration? Est-ce que toi, tu t'es un petit peu identifié aux 8? Alors, pas du tout. Parce que, alors, mais pas du tout, mais ça c'est un choix personnel, c'est que en fait les enclaves Farsight c'est des rebelles, ils se sont éloignés de l'Empire Tau, ils renient l'Empire Tau. Mais moi pas du tout, moi je joue Tau, moi vive l'Empire, à mort les enclaves Farsight. Bon bref, niveau du fluff c'est pas mes potes déjà, mais bon, peu importe. Ils ont du potentiel de charisme. Et ce qui est important à savoir c'est que c'est 1120 points pour les 8. Point final. Tu peux pas choisir. Alors après c'est pas que les 8, ils ont aussi une tonne de drones là, 14 ou 20 au total. Et ils ont pas mal de drones de marquage aussi, ce qui est pratique du coup comme ça ils amènent leur propre truc. Du coup, voilà, c'est 1120 points, c'est à prendre ou à laisser pour la totale. À savoir que on n'a pas fait le calcul de points exact, mais je crois que tu as ces 200 points cadeaux en fait, par rapport à si tu le faisais toi-même sans cette formation. À savoir aussi que ça te coûte aussi 3 PC, parce que tu dois les jouer en un détachement super lourd qui va te coûter 3 PC. Et maintenant, au niveau charisme, c'est simple, on a une armée d'élite, c'est même pas une armée, en fait, c'est un commandeur et sa garde rapprochée, qui sont tous différents, ils sont tous stylés, ils sont tous une histoire, ils ont tous un nom, c'est le commando Guinu de Warhammer. Tout ça, comme ça, non, ça c'est Sangohan. Comme ça, pardon. Il y en a un comme ça. Alors, excuse-moi, c'est le commando Guinu, non pas pour leur pose au niveau des illustrations, mais par rapport au choix de leur équipement, et qui encore une fois va être complètement statique et non modifiable. Oui, mais les poses, tu peux les faire. moi je rêve de me faire 5 crazy sans pose. Est-ce que tu peux rentrer un petit peu dans le détail justement de ce qui fait les 8? Alors, ce qui fait les 8, c'est surtout l'histoire qui est quand même assez riche. C'est le commandeur Farsight et son histoire que seulement les joueurs tôt ça intéresse, mais il a une histoire assez cool. Et les 8, c'est sa garde rapprochée. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, ils ont tous leur personnalité. Il y a des femmes commandeurs d'ailleurs qui sont représentées dans le groupe. Il y a une Riptide qui est pilotée par un représentant de la classe de la Terre, qui est un super ami à Farsight, et c'est pour ça qu'il a le droit de la piloter. C'est un ingénieur extraordinaire. Il y a une Broadside qui est contrôlée par une IA. Parce que, enfin, il n'y a que les 8 qui le savent, mais le mec est mort, et c'est une IA qui le contrôle, qui a été désignée par le mec qui commande la Riptide. Il y a l'arme de Farsight qui a une histoire en elle-même. Enfin, il y a plein de trucs vraiment cool au niveau du fluff qui donnent envie. Parce que tu vois, tu les poses sur la table et ils ont une personnalité, une histoire, tu t'attaches à eux. Voilà, non, c'est vrai qu'en termes d'immersion et justement du fait de se projeter un petit peu dans une figurine, ça c'est assez cool en fait. Et c'est que des personnages nommés, comme tu l'as dit, et ça c'est un vrai plus. Ouais. Pour rentrer un petit peu justement dans le pragmatique aussi de ce qu'ils valent en jeu, comme tu l'as dit, c'est un seul et unique détachement de 8 personnages et 14 drones pour 1120 points. Ils ont leur règle propre qui est les 8 au combat. Maintenant, c'est pas vraiment des règles propres puisque c'est les règles de Farsight. Voilà, en fait, leur règle propre, c'est que tu les déploies tous en même temps ou pas, des trucs comme ça. Mais surtout, en fait, voilà. Le problème, c'est que
ça reste le set Farsight Enclave du codex. Et il n'y a aucune modification de ce set, et c'est ça qui est bien dommage, parce que c'est ce qui aurait peut-être fait, c'est ce qui aurait fait que c'est jouable en fait. Parce que le problème du set Farsight, c'est qu'il n'est pas très bon. Le seul bonus du set, c'est de relancer les jets pour blesser de 1 quand tu tires sur des figurines qui sont à moins de 6 pas, enfin 6 pas au moins. Et c'est nul, si au moins c'était plus 1 pour blesser, là on pourrait parler, mais ça suffit pas. Après, ils ont leur stratagème qui est bien, c'est vrai, quand tu arrives en frappe en profondeur, tu as plus 1 pour toucher sur une unité. Bon, c'est cool, mais ça suffit pas. C'est juste pas assez fort comme trait de set. Donc ça, c'est déjà un gros point faible. C'est une vraie première déception, puisque même quand tu ouvres ton bouquin, tu vois une énorme page avec plein de règles et tu dis putain, on va bronzer. Sauf qu'en fait, c'est les règles du codex. Ouais, et c'est super dommage. Ce qui est dommage aussi, c'est que même Farsight n'a aucun changement de règle. C'est-à-dire que Farsight lui-même, la figue, le tout, c'est exactement le même que dans le codex. Et c'est une figurine qui n'est pas assez forte du tout. Et alors, c'est censé être un taux de corps à corps, il a une arme, non, il a une arme nulle déjà parce que c'est des 3 dommages, mais il a que 4 attaques, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer 4 personnes. Il a son lance-plasma qui fait 2 tirs aussi, enfin, c'est juste pas assez en fait. Il manque le côté menace sur la table, c'est ça. Voilà. Au niveau de leur profil, donc c'est une seule et même formation, ça vaut 56 points de puissance, hein, quand même il y a une bonne équivalence en points de puissance et en points, et il n'y a aucune modularité possible à l'intérieur de ça. Ouais. Donc on va avoir déjà le commandeur Farsight, qui a un profil de commandeur nommé, on va dire, standard. Ensuite, on va avoir 2 commandeurs, on va avoir le commandeur Brightsword et le commandeur Bravestorm. Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur eux? Alors, c'est là où on commence à rentrer dans le mal en fait de cette histoire. Il n'y a pas de problème intrinsèque, c'est juste que, en fait, comme ils ont été construits vraiment pour le fluff, sur la table, ils sont pas très forts et leur équipement n'est pas forcément très utile. Par exemple, on va prendre Brightsword, donc le premier qui est un commandeur normal avec ses stats de commandeur, donc ça c'est cool parce que les commandeurs tôt c'est trop fort, donc c'est bien d'en avoir. Le problème c'est que le mec, il a 2 lames à fusion, donc ça c'est très bien, c'est deux fuseurs au tir et puis 2 fuseurs au corps à corps. Mais le problème c'est qu'au lieu d'avoir 2 autres fuseurs par exemple pour être un commandeur full fuseur et commencer à bien envoyer, derrière il a un verrou, ce qui lui permet d'advance sans malus. Sauf que bon, le mec il avance que de 8 de toute façon, si t'es à portée, mais si t'advances tu pourras pas charger, alors que les lames à fusion c'est fait pour charger. Et son deuxième équipement c'est défense contre feu, ça lui permet de relancer les jets de contre-charge ratés. Donc c'est 2 tirs de fuseur sur des 6, s'il les rate il peut les relancer. Super. Et ensuite on a Bravestorm, et là ça commence à faire encore plus. Il a un plasma, un lance-flamme, déjà ça sert à rien, il a une arme de courte portée, une arme de longue portée, avec pas du tout pour les mêmes cibles. Ensuite, il a un bouclier pour avoir une invulnérable à 4+, c'est bien, mais bon, si le mec ne fait pas de menace, ça sert à rien. Il a un système de ciblage avancé, donc son plasma, il aura un PA-4 pour un dommage, ok. Et son lance-flamme aura de la PA, ça c'est pas mal. Et en plus, il a la relique Onagre, c'est le gros coup de poing force 10 des 6 dommages, qui sera à -5 aussi avec son ACS, du coup. Bon, voilà, disons qu'il est rigolo. Encore à corps, c'est déjà les règles. Voilà. Bon. Le mec est rigolo, mais tu sais, en fait, le problème avec un profil comme ça, c'est que tu sais même pas ce que tu fais, quoi. Qu'est-ce que tu vas aller chercher, voilà. Il manque de spécialité, mais c'est un problème qu'ils ont un peu tous. Ensuite, on va avoir Chazo Chavastos. Ouais. Bah ouais, Chavastos, il envoie pas trop des bastos, hélas. Pareil, un profil un peu chelou, plasma, lance-flamme, bouclier. Ok. Donc le même truc bizarre. Surtout qu'en fait, bouclier sur des commandeurs, c'est pas trop utile parce que normalement, tu les gardes derrière, ils sont pas ciblables, tout ça. Enfin bon, c'est un débat, mais c'est bizarre. Et surtout, son dernier slot, c'est un contrôleur de drone. Alors, il n'y a pas de problème, ils ont plein de drones, tu peux rajouter des drones dans la liste. Très bien. Par contre, le problème, comme on le verra plus tard, c'est qu'il y en a un autre qui a un contrôleur de drone. Ça commence à faire beaucoup. Yes, ensuite on va avoir Chazo Aracon. Il est un peu bizarre lui parce qu'il a une bonne arme et tout le reste est pourri. Et il a un cyclo-éclateur à ion, donc c'est cool, voilà, on a envie, voilà, il y a une vraie bonne arme. Le problème c'est qu'après il a un lanceur de charge à dispersion, ça c'est la poubelle absolue, et il a un plasma comme les autres, on ne sait pas pourquoi, et il a aussi la défense de contre-feu, donc il pourra relancer ses jets de contre-charge ratés. Voilà. Yes. Ensuite, on enchaîne avec le sub-commandeur Torchstar. Là, je pense qu'il y a un jeu de mots. Torchstar. Je suis plutôt noir comme mec. Ok. Mais je vais pas la. Ouais, je pense que vous l'aurez trouvé toute seule. Très bien, très bien. Mais Torchstar, il commençait pas trop mal, tu vois. Il a 2 lance-flammes, donc c'est un bon début. Un système de ciblage avancé, donc des lance-flammes avec de la PA. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Et puis après, il a un contrôleur de drone. Pourquoi voilà. Surtout qu'en plus, ça veut dire qu'il veut rester avec des drones, donc il va pas aller apporter de lance-flammes. C'est juste bizarre en fait. Ensuite, par contre, il y a une broadside qui est Oblotive 9.0. Ouais, et ben donc c'est la broadside contrôlée par une IA. Lui, il tue parce que c'est une broadside missile. Donc il a ses double nacelles, double SMS, tracker de vélocité, une règle spéciale qui fait qu'il peut se déplacer sans malus. Donc voilà, il est très bien. En plus, il diminue les dommages reçus de 1. Voilà, bon, il est très bien. Bon, c'est un personnage, normalement, il se fait pas trop toucher. Mais top.
En fait, c'est cool. Déjà, la broadside était déjà forte, devient intrinsèquement forte avec ce chapter. Et en plus de ça, d'en avoir fait un personnage nommé, c'est cool. Encore une fois, la frustration qu'on va avoir, c'est qu'on va être obligé de jouer les 8. Bah, disons que lui, s'il était jouable tout seul, je pense qu'on le prendrait tous. Yes, on enchaîne ensuite avec OVSA. OVSA, c'est la Riptide, donc. Alors là, c'est pareil, c'est la grande question. On dirait que les mecs, ils savent pas comment équiper leur fig, quoi. Parce qu'en fait, c'est une Riptide ionique, donc accélérateur ionique, 72 pas, très bien. Et puis il a aussi 2 fuseurs, portée 18. Donc tu dis ok, pourquoi pas. Ah, sauf qu'ensuite, il a un verrou, bon, ça, il n'y a pas de problème, très bien. Et il a un senseur d'alerte anticipé. C'est le truc où si tu fais une FAP à 12 pas, tu peux tirer dessus à moins 1. Voilà, donc le truc, dès que tu sais que ton adversaire là, tu ne fais pas une FAP à 12 pas. Ouais, mais il sera à portée de fuseur. Ouais. Voilà, c'est... D'ailleurs, en fait, en vrai, vu son profil, tu fais quand même ta FAP à 12 pas, quoi. En fait, tu l'attends. Et au niveau des règles spéciales, on en a passé quelques-unes, mais parce que c'est pas des règles... C'est des règles qui n'ont rien de spécial. Par exemple, je vous en prends une au pif, c'est champ répulsion d'impact, c'est exactement comme le stratagème. C'est-à-dire que quand tu te fais charger, tu vas lancer des dés pour le nombre de figurines qui a à 3 pas, et les 6, ça fera des mortels d'une unité. Voilà. En fait, c'est pareil pour le fait d'annuler pour la Riptide, en fait, la mortelle qui est liée à la surchauffe. Sur un 4+. Sur un 4+. C'est pas déconnant, le problème, en fait, c'est que c'est trop cher, ça manque de flexibilité. En fait, limite, ils auraient fait des datasheets individuels, ça aurait été super cool, parce que là, on aurait eu envie de les jouer. C'est ça. Là, en l'état, c'est à tester une fois, vraiment pour le fun, et je pense que ça a créé plus de frustration qu'autre chose. En fait, ce qui est dommage, c'est que en fait, il y a une timidité de la part de Gamershop. Pourquoi pas avoir fait des trucs vraiment un peu abusés? Parce que 1120 points, c'est cher, tu vois. Genre cette Riptide, elle aurait pu mais c'est même pas vraiment abusé, juste celle-là, elle aurait pu ne jamais prendre de mortel sur la surcharge de son bouclier. C'est vrai que ça aurait juste été un petit peu fluff en accord avec le potentiel des 8. Pourquoi sur un 4+. On va maintenant s'attaquer à ce qui fait le plaisir des joueurs tôt depuis que le Chapter Approve est connu, c'est le fait que c'est que des baisses en points. Par rapport au rééquilibrage, il n'y a eu aucune hausse, alors qu'on était déjà sur certaines figurines qui étaient très fortes. Ouais. Et là, ça va compléter, on va dire, la liste de ce qui est très fort. Il y a des baisses anecdotiques, mais il y en a beaucoup des vraiment très utiles. Yes, on commence tout de suite par justement la broadside. Elle était jadis à 60 points, elle est passée à 35 points. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette unité? Est-ce que c'est quelque chose qui va apparaître dans les listes? Comment tu les jouerais? Comment est-ce que tu les équiperais? Et par combien? Alors, c'était une unité qui était déjà jouable, et là, elle l'est encore plus du coup. Ça va se jouer typiquement par 3 et en full missile, c'est-à-dire SMS et missile, parce que en fait, une fois que tu en as 3, tu peux utiliser le Stratagem Commander qui permet de relancer tous les jets pour blesser d'une unité. Du coup, là, avec les 3, ça fait tous les tirs, c'est très bien. Et aussi, on le verra après dans l'équipement, il y a le système de ciblage avancé pour les autres unités que Broadside, que Riptide et Stormshack a baissé, et qui perd aussi 6 points. Donc au final, ça fait une grosse baisse, et on va avoir des Riptide à environ 130 points pièce, voire un peu moins, ça dépend de l'équipement. Donc tu les joues par 3, avec ton Commander, très bien. Tu peux les jouer tu peux en jouer 9 aussi si tu as envie. Ça va être vraiment très très fort, parce que quand on joue 9, ça fait 72 tirs de missiles force de 16 et 72 tirs de SMS par tour, c'est sympa. Ouais, alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ça a la faille, contrairement aux autres, de ne pas avoir les keywords vol, et donc, il faut bien les cacher aussi. Il faut absolument pas se faire impacter. Après, avec 72 tirs x2 en contre-charge, en général, on a peur de les charger. Mais il y a toujours des tricks, évidemment, pour arriver au corps. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas se les faire toucher, parce que sinon, c'est foutu. Ensuite, on a les Crisis Battlesuit et Bodyguard qui baissent, puisque en Battlesuit, elles passent de 42 points à 27, et en Bodyguard de 45 à 30. C'est un changement entièrement justifié, si tu veux mon avis, parce que 42, c'était complètement injouable. Parce que la Crisis, il faut comprendre que c'est quand même un profil assez fragile. Hein. C'est 3 points de vie, c'est pas très fort. Du coup, avoir baissé, ça les permet d'arriver sur la table. On verra, il y a des armes qui baissent aussi, qui permettent de les jouer. Et en fait, je pense qu'elles sont vraiment très jouables. Elles ont la même faiblesse, mais elles ont beaucoup plus de place sur les tables. Parce qu'on va prendre par exemple des Crisis de base, c'est-à-dire avec 3 Gatling. Donc on va arriver à 53 points par unité, 150 en gros les 3. Et c'est une unité qui va les balancer 36 tirs de force 5, qui est mobile, qui arrive en FEP, qui bénéficie des bonus de toute l'armée parce que c'est des battlesuits. C'est top. En fait, ce qui est très rigolo, c'est la place que va prendre les Crisis. Puisque avant, il te restait une centaine de points, tu savais pas trop quoi en faire en taux. Parce que soit tu mettais plus de guerriers de feu ou en fait de petits profils, soit pour tes exos, c'était tout de suite des gouffres en points. Et là, en fait, les Crisis vont se positionner entre les deux. Et c'est ça qui est assez sympa. Il y a une vraie question à se poser. En fait, Strike ou Crisis Enfin, Strike ou Crisis Gatling, du coup. Parce que c'est le même rôle au niveau des tirs, c'est de la force 5, mais c'est pas du tout la même résistance par contre. Contre une armée full masse, comme du cultiste par exemple, le profil de la Crisis est beaucoup plus solide, donc c'est intéressant. Oui, parce que tu es à 3, tu peux passer à 2 quand tu es à couvert, et ainsi de suite, donc en termes de tanking, ça n'a rien à voir. Ensuite, on a le Devilfish qui passe de 80 à 70.
C'était déjà un transport qui était correct. Est-ce que les 10 points sont justifiés et vont permettre d'en voir plus? Bah alors, le Devilfish, il est très utile, c'est un bon véhicule, un bon transport. Il n'a pas de problème. 10 points de moins, c'est cadeau, ça change pas grand-chose. Le problème, en fait, c'est qu'en taux, tu peux pas vraiment te permettre d'avoir des unités qui servent à rien, entre guillemets. C'est-à-dire que ton infanterie, elle est très bien déjà déployée. Tout ce qu'il y a à mettre dans le Devilfish, en fait, est très bien déjà sur la table. À part si tu veux mettre les drones, sauf que les drones, ils arrivent en FAP aussi. Donc, finalement, il n'y a pas vraiment d'utilité pour le Devilfish, sauf si tu as des drones snipers pour faire le combo, tu les sors du Devilfish comme s'ils étaient protégés, quelque chose comme ça. Mais dans l'absolu, pas trop. Donc là, tu as 90 points full équipé versus 112 avant. C'est peut-être aussi un bon moyen avec un châssis de se prémunir d'une charge, en fait, même si des fois t'aimes qu'on te charge. Juste le fait de lock, le gars va devoir se désengager, il ne pourra pas charger tes taux. Même si en général, c'est une deuxième phase de tir. Non, mais absolument. C'est comme un rhino, enfin charger quelque chose avec un transport, c'est toujours très bien. Le seul problème, c'est est-ce que tu en as besoin dans ta liste, en fait, c'est tout. Mais le véhicule lui-même est très bien, son prix est très bien, il en vaut la peine. D'accord. Une figurine qui était un petit peu trop chère, c'était la Ghost Kill. Elle est passée de 82 à 70, ça fait 10 points de moins, ça la fait passer sous la barre des 200 points aussi. Est-ce que ça les vaut? Surtout, ce qu'on verra après, en fait, la Ghost Kill, toutes ses armes baissent aussi. C'est-à-dire qu'elle va vraiment être pas chère. Là, on a des Ghost Kill, on parle de 150, 160 points la Ghost Kill, quel que soit l'équipement. C'est vraiment pas cher, en fait. Et donc, ça donne très envie parce que c'est une unité vraiment intéressante avec ses malus à la touche, son vol, elle bouge à 18, enfin, elle est trop bien, elle se déploie où tu veux sur la table. C'est une unité super. Le problème, c'est que malgré sa baisse de points, elle a exactement les mêmes problèmes qu'avant, c'est-à-dire qu'elle fait très peu de dommages. En fait, avec ses deux armes sur les épaules, quelles qu'elles soient, et sa seule arme en main qui fait au maximum 6 tirs, c'est pas assez, en fait. Je pense qu'on va la voir dans des listes bien plus qu'avant parce qu'il y a un rôle, effectivement, elle a quand même une place sur la table. Un rôle de trace de frein, en fait, sur le slip de ton adversaire, parce que c'est casse-couille. Et en fait, encore une fois, à 160, 150 points aujourd'hui, c'est largement rentable en termes de tanking. Oui, et puis surtout avec les nouveaux scénarios que tu as déjà vus dans le CA, là, il y a plein de choses très intéressantes, beaucoup plus axées sur le scoring. Je pense que c'est une belle unité pour ça. Ensuite, on enchaîne avec les Piranhas, qui tout comme les speeders baissent en points, les speeders passent de 70 à 50 en slip. Là, elle passe de 38 à 30 points. 38, et elle perd aussi 4 points de plus parce que les gun drones diminuent en points. Du coup, en fait, c'est une unité qui est très intéressante. En plus, on peut faire des gros escadrons de 5. Et en fait, c'est exactement la même question que les Crysis. C'est soit les Crysis, soit les Strike, soit les Piranhas, parce que c'est tout le même rôle de toute façon. Et il faut choisir. Et moi, je pense que les Piranhas, c'est une bonne option. Ça n'a pas forcément la même saturation, mais ça coûte pas plus trop cher maintenant. Et c'est très intéressant, ça bouge de 16, c'est vraiment une unité très intéressante. Alors, moi je suis complètement jaloux de cette unité parce que je trouve qu'un Piranha, en fait, d'un point de vue vraiment fun et modélisme, elle est super stylée. Ouais. Dans une liste, aujourd'hui, tu en as un petit peu plus rien à foutre d'avoir le -1 au niveau des scénarios, donc tu vas te permettre d'avoir plus d'entrées. Après, ça fait des kill points dépendamment dans quel écosystème vous jouez. Le fait est que pour 40 et quelques points, c'est super rentable comme une figurine. Ah oui, moi je suis complètement d'accord. En plus, c'est une des rares unités qui peut porter les missiles Seeker, qui sont des missiles trackers pour vous autres joueurs Space Marine. Et elle en porte 2, c'est super. En fait, quand on a 5, ça fait 10 missiles force 8, des 6 dommages. Bon, par contre, t'as 2 morts, ça va au moral. Ah oui. Ensuite, la dernière diminution en points au niveau des unités, ça va être le Skyrake Gunship qui perd 20 points de 100 à 80. Est-ce que ça va suffire? Mais écoute, c'est l'unité que je suis en train d'étudier en ce moment le plus pour mes listes et je crois que oui. En fait, full équipé, tu arrives à 146, mais là, genre, j'ai dépensé sans compter. et je pense que c'est jouable parce qu'en fait, si tu as le tour 1, c'est jouable, c'est sûr. Tu balances tous tes missiles, tu en joues 2, tu balances tous tes missiles tour 1. Et en fait, pour tout le reste de la partie, tu as une très bonne plateforme de marquage laser et de SMS. Et, sauf que ton adversaire, qui a envie de tirer sur un truc qui a plus de missiles, tu vois? Ouais, sauf que ça le moque les vols et dans certains scénarios, c'est super OP. En plus! Voilà. Moi, je pense que c'est jouable. Je pense que le Skyray arrive sur les tables. D'accord. On passe maintenant aux unités de type personnage avec le Commander Farsight, on en a parlé tout à l'heure. Il est pas cher puisqu'il passe de 151 à 125 points. Il en avait bien besoin, hein. Il pourrait peut-être mettre 50 points de plus aussi. Hein. Yes, bon, alors par contre, on va parler de ce qui est complètement pété, c'est Shadow Sun qui elle passe de 167 à 110. Ah, Shadow Sun, pour ceux qui ne le savent pas ou ceux qui le savent, je vous le rappelle, c'est celle qui peut permettre de faire 2 Koyons ou un Montka d'abord et un Koyon d'après. Et comme Koyon c'est trop fort, ça permet donc de relancer tous les jets pour toucher aux unités autour. C'est génial. C'est-à-dire qu'en fait, dans une liste où tu joues 3 commandeurs équipés spécifiquement parce que tu veux jouer cette liste, très bien, elle n'a pas sa place. Mais dans toutes les autres listos, je pense que maintenant, elle est là. 110 points, c'est gratuit. Et enfin, la dernière diminution, c'est les gun drones, puisque eux, ils passent de 12 à 10. Et ça, je pense qu'il y a un poil de controverse sur ça, parce qu'on se rappelle, en index, ils étaient à 8 et les gens ne jouaient plus que ça. En codex, ils sont passés à 12, les gens n'en jouaient plus. Moi, je pense que c'est bien 10 comme juste milieu, parce que c'est une unité qui est effectivement très très forte, mais qui a aussi de la contrepartie, elle tire sur l'unité la plus proche. Mais c'est très intéressant. Hein? Elle est con. Elle est très con, il faut un contrôleur en plus pour les contrôler.
Mais du coup, je trouve ça cool. Moi, c'est un changement. Ça me donne envie aussi de les placer. Et pareil, on a le même problème qu'avec les zones grises, c'est ça ou les strikes ou quoi, parce que des forces 5, maintenant, il y en a partout. Mais je pense que ça, c'est une bonne option, surtout avec la frappe en profondeur. Moi, j'aime bien. Ensuite, maintenant, on va passer justement aux diminutions. Encore une fois, aux modifications, il n'y a que des diminutions au niveau des choix d'équipement. On commence avec l'accélérateur à ion qui passe de 65 à 50. Alors, l'accélérateur à ion, c'est le gros canon sur la Riptide, en fait, le canon laser de très loin, là, 72 pas. Et c'est bien qu'il ait perdu 15 points parce qu'en fait, cette version de la Riptide était un poil trop chère pour la jouer par rapport à ce qu'offre la version Gatling. Là, ça permet de se poser la question. Tu vois, si tu en joues 3, eh ben, une des 3, elle pourra plus facilement être un accélérateur à ion sans que ça te fasse mal au portefeuille, quoi. Yes. Ensuite, on a eu le canon à induction surcadencé qui passe de 20 à 16. Ouais, alors ça, c'est complètement anecdotique. C'est le canon du Commander Colstar qui est obligatoire, qu'il n'y a que lui qui peut avoir. Enfin, il n'est pas obligatoire, mais il n'y a que lui qui peut l'avoir de toute façon. En fait, c'est 2 burst canons, donc c'est une arme qui a 8 tirs au lieu de 4. Et du coup, c'est littéralement le double de burst c'est ça, c'était incohérent en fait. C'était un peu frustrant de payer 2 fois plus cher pour la même efficacité. Ensuite, on a le canon catalyseur à impulsion qui passe de 97 à 50. Et quand tu as div 2, allez vous faire foutre ça. Alors après, allez vous faire foutre, sauf que c'est assez spécifique. C'est le gros canon de la Storm Surge qui est injouable à cause de son profil, quasiment en fait. Disons que c'est un canon qui est énorme, qui est grand comme ça, et qui peut ne faire qu'un dommage si tu te rates sur les dés, donc c'est super. En fait, quand je dis allez vous faire foutre, c'est pas tant au niveau de cette figurine, c'est pour. En fait, c'est dingue de se rendre compte que Game Workshop va faire div 2 sur certains profils, alors que le jeu, quand même, théoriquement, a une certaine maturité. Ouais. Et c'est frustrant, en fait. Ça se demandait, en fait, pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait. Est-ce que c'est une orientation commerciale? Est-ce que ils essaient d'imposer un style à la méta? Peut-être. Le fait est que quand toi, tu as déjà les figurines, ça crée des frustrations. Ça montre aussi qu'ils avaient peut-être mal calculé leur truc au départ. Hein. Mais après, du coup, ce qui est bien, c'est que la Storm Surge devient plus jouable. Elle n'a pas beaucoup d'autres baisses à côté, mais rien que par rapport à ça... déjà, 50 points, c'est pas mal. Elle est plus facile à mettre sur la table. Ensuite, on a le canon rail qui passe de 38 à 30. Voilà, donc le canon rail, c'est ce qui va sur les Hammerhead. Hein. C'est ce que personne ne joue et que personne ne jouera, même avec 8 points de moins, parce que c'est nul. Ensuite, on a les collisionneurs à fusion qui passent de 35 à 30. Et encore une fois, excusez-moi, mais ça, je pense que c'est aussi harmonisé sur toutes les armes anti-char, comme pour l'Imperium. Oui, alors le collisionneur à fusion, c'est le gros fuseur de la Ghost Kill dont on parlait tout à l'heure. Donc ça fait partie de toutes les bestes qu'elle reçoit. Voilà. Alors c'est une arme bien, le problème c'est que c'est un D3 tirs, donc en fait finalement ça peut avoir le même nombre de tirs qu'un fuseur qui coûte 18. Alors même à 30 points, ça fait un poil cher. Yes. Ensuite, dans la même lignée, on va avoir l'éclateur à fusion qui passe de 21 à 18, comme on vient de le dire. Hein. C'est une harmonie globale au niveau de ce genre d'arme pour quasiment tous les arsenals qui sont joués. On a aussi le cyclo-araseur à ion qui passe de 39 à 32. C'est l'autre arme de la Ghost Kill. Qui est très bien, et c'est bien qu'elle baisse un peu parce qu'on avait envie de la jouer, mais c'était un peu compliqué. Là, ça donne plus de raisons. Je pense que la Ghost Kill Fusion d'ailleurs sort au profil de la Ghost Kill Cyclo-Araseur à ion. Le problème, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le problème de l'arme, c'est que c'est 6 tirs de force 8, moins 1 des 3 dommages, voilà, ça ne va pas te renverser une game. Et c'est surtout qu'en fait, très souvent, tu es obligé de l'exposer. Donc tu peux soit servir de premier centre, après elle est quand même très difficile à battre, mais elle peut surtout servir de tremplin à ton adversaire pour prendre le centre de table. Oui, en plus. Et c'est là où en fait c'est un petit peu dommage. Ensuite, on continue dans la lignée des diminutions globales avec le fusil à plasma froid qui passe de 11 à 8, c'est quelque chose de complètement standardisé. On a pareil pour le lance-flamme, on passe de 9 à 6. Il y a le fusil rail qui lui passe de 17 à 12. Est-ce que ça fait que tu vas hésiter? D'accord. Non, d'accord. Non, fusil à ion chez les cibleurs, pas de fusil rail. Ensuite, on a la nacelle de missile qui passe de 24 à 15. Voilà, enfin, la nacelle de missile, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste assaut 2, force 7, moins 1, D3 dommages. Pourquoi 24 points? C'était absurde. Bon, il y a 30 pas de portée, mais même, c'était absurde. Et en fait, ce qui est bien, c'est que là, on vient de passer plusieurs armes en rayon, et tout ça, c'est les armes qui vont sur les Crisis, et c'est aussi la raison pour laquelle elles sont jouables. Les lance-flammes coûtent moins cher, les fusils à plasma coûtent moins cher, les nacelles de missiles coûtent moins cher. Donc en fait, il y a plein de types de Crisis jouables. On peut jouer les Crisis fond de table à 30 pas avec les missiles, on peut jouer les Crisis projection full lance-flamme, les Crisis plasma si jamais les Space Marines reviennent. Tout est jouable, c'est pour ça que c'est vraiment super. Ensuite, il y a eu le système de ciblage avancé autre figurine qui passe de 12 à 6. C'est dans un souci commun, en fait, de dépendamment des profils. On l'a vu là, globalement, sur tout l'Imperium, avec les boucliers Storm. Les profils pour personnage et les profils pour random, on va dire, baissent en points. Ouais. Là, en l'occurrence, en fait, le système cible avancé, donc c'est le moins 1 à l'APA sur toutes les armes. En fait, il coûte 18 points pour la Storm Surge, la Ghost Kill et la Riptide, ce qui est normal vu l'armement, enfin, sauf pour la Ghost Kill. Et en fait, il était à 12 avant, ce qui était cher pour le reste, genre 12 points sur une Crisis, par exemple, c'était trop. Donc 6, là, c'est bien, c'est parfait, et surtout, c'est très bien pour les broadside. Ensuite, au niveau des changements, on va avoir la tourelle quadriptube à ion qui passe à 30, et enfin, le Crisis Iridium Battlesuit qui passe de 15 à 10. Alors la tourelle quadriptube, c'est la tourelle qui va sur un des deux avions, pas le bombardier l'autre. Le problème, c'est que l'avion dans l'ensemble
il apporte rien sur la table, donc baisse ou pas, ça sert à rien. Par contre, l'armure Iridium de la Crysis, vu que les Crysis sont jouables maintenant, c'est l'armure que tu peux mettre sur une des 3 Crysis qui permet d'avoir une 2+. Et ben c'est très bien. Petit tips, ne le mettez pas sur votre chef d'unité, hein, mettez-le sur un autre parce que c'est lui qui va prendre les tirs en premier du coup. Hein, donc si c'est le chef qui meurt en premier, c'est dommage. Dans ton cul, le commandement. Voilà. On a fait le tour de l'intégralité du contenu qui est proposé pour les taux au niveau du Chapter Approve. Malheureusement, dans Vigilus, les taux ne sont pas concernés. Pas de formation pour vous pour l'instant. Hein. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Modification au niveau du top tier des taux ou pas? Est-ce que les listes vont changer? Tout ça, même si ton discours, on va dire, est assez clair là-dessus. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que les listes, si on ne veut pas, elles ne changent pas. Par exemple, moi, ma liste de prédilection, elle n'a aucun changement de points. Donc au moins, ça ne chamboule pas les joueurs qui sont habitués, ça ne chamboule pas le méta non plus du coup pour ça, en tout cas pour les armées qui existent. Après, ce qui est très bien grâce à tous ces changements, c'est qu'il y a plein de nouveautés qui vont arriver sur les tables. Les Crysis vont arriver sur les tables, les Broadside en plus grand nombre. Bon, Shadowsun, on la verra partout. Mais disons, voilà, il y a vraiment plus d'options, c'est très intéressant. Ça va donner une grande richesse au jeu tôt. Et en fait, je pense, tu vois, il y a beaucoup d'adversaires qui peuvent s'inquiéter en se disant ils sont déjà trop forts, ils vont devenir plus forts. Il faut aussi voir que ce sera probablement aussi moins frustrant pour tout le monde. On n'aura pas l'impression de voir le même copier-coller de liste en permanence. C'est vrai qu'en fait, alors, les taux ont toujours été forts. Le fait est que depuis la V8, les taux sont assez présents en tournoi. Ouais. Et c'est frustrant parce que, comme tu viens de le dire, c'est systématiquement la même liste. Or là, on va avoir des armées type vraiment harcèlement où je te mets très cher de 12 à 30 et d'autres où en fait, c'est à 72 ta gueule. Ça. Et ça, c'est cool en fait. Au niveau des différents scénarios aussi qui sont sortis avec le Chapter Approve, on l'a vu, hein, il y en a qui vont annuler les invulnérables sur une bulle à 12 pouces de centre de table. Il y en a une qui va être basée sur les personnages. Il y en a une autre qui va être basée sur ceux qui ont le mot-clé vol pour devenir super opérationnel. Comment est-ce que tu penses que les taux vont justement appréhender ces nouveaux scénarios? Moi, je pense qu'en les ayant vus de loin, je ne vais pas rentrer complètement dans les détails, mais les petites choses que j'ai vues sont très prometteuses pour le taux, notamment, donc, comme tu le dis, au vol, aux personnages, et puis même dans la façon, les nouveaux techniques de déploiement, tout ça. Il y a vraiment des choses très intéressantes, et je pense que là où, en fait, c'est peut-être là qu'est le plus gros buff taux. Je pense que le taux va très bien fonctionner avec les nouveaux scénarios. On a donc terminé avec cette revue pour les taux de 2019, les taux de demain. Un grand merci à toi en tout cas d'être venu sur la chaîne pour nous parler de cette micro-révolution au sein des Mérous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la partager, à la commenter et à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera en description et nous on vous dit à plus les Wargamers!